On attend juste une petite minute que nos amis se connectent sur la page avant de rentrer dans le vif du sujet. On peut tout faire soi-même. C'est bon? Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue sur la page Facebook de l'ICEP pour cette conférence ce soir en présence de Florian Philippot, qui est donc un homme politique puisqu'il est président du parti Les Patriotes. Nous avons le plaisir de le recevoir ce soir pour parler de la crise sanitaire autour d'un petit opus, finalement un petit manifeste presque qu'il a rédigé cet été, si je ne m'abuse, qui s'appelle Covid-19, l'oligarchie démasquée, qui est un ouvrage intéressant parce qu'il faut quand même noter, Florian, si tu permets que je te tutoie, parce que je pense que c'est une notoriété publique, on se connaît quand même un petit peu. Tu as une voix pour le moins singulière dans le paysage politique et même dans le paysage médiatique, j'ai envie de dire, sur cette question de la crise sanitaire, puisque tu as ouvertement pris position contre les restrictions des libertés publiques, contre un certain nombre de mesures telles que le confinement, le port du masque généralisé. Tu pointes du doigt systématiquement les incohérences du gouvernement et tu n'as pas peur de ce qu'on pourrait appeler le sanitairement correct, qui est aujourd'hui la nouvelle version du politiquement correct, qui décidément n'a de cesse de s'étendre et de prendre des formes nouvelles qui finalement tétanisent, j'ai envie de dire, un peu le monde politique et le monde médiatique sur ce sujet de la crise. Alors j'ai commencé par rebondir un peu sur le titre de ton ouvrage. Finalement, en quoi le Covid-19 a-t-il démasqué l'oligarchie et quelle est finalement cette oligarchie? Alors, merci Marion, merci à l'ICEP de me recevoir pour cette conférence sur le livre. J'en suis très heureux. Je crois que la présentation est parfaite et ce terme que tu viens de produire, de sanitairement correct, effectivement, je pense, me paraît très, très approprié. Bonne première question, effectivement, le titre. Pourquoi ce titre? En quoi l'oligarchie est démasquée? Je vais peut-être commencer par la deuxième question. Qu'est-ce que l'oligarchie? Je crois que ça saute aux yeux de beaucoup de Français dans cette crise. C'est-à-dire qu'on voit qu'un pays n'est pas géré simplement par son gouvernement. Oui. C'est ce qu'on pourrait croire. A priori, voilà, il y a des gens élus ou ensuite nommés par les gens élus, des ministres, etc. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit s'imbriquer depuis des mois qu'a commencé cette crise Covid-19, eh bien, des décisions qui relèvent du gouvernement, du président de la République. Le Parlement est vraiment mis de côté. Vraiment, vraiment, on a l'impression qu'il a un rôle de figurant, de validation simplement. Mais on voit ce conseil scientifique, composé pour le coup de professeurs de médecine, mais lesquels, peut-être qu'on y reviendra, ne sont pas choisis au hasard, et prendre un rôle, je trouve, de plus en plus important. Il existe encore, je rappelle qu'au début il devait être dissous le 30 juin, il ne l'a pas été, et maintenant on nous annonce que c'est un peu pour toujours. Et puis on voit qu'il y a des acteurs aussi du médicament, de l'industrie pharmaceutique qui sont quand même très présents de fait, même si on les voit moins, ils sont un peu dans l'ombre, mais par leur communiqué de presse, ils sont très présents. On voit l'Union européenne qui est là, notamment sur la stratégie vaccinale en ce moment, très très présente. On voit en réalité s'imbriquer une oligarchie médicale, une oligarchie, ce qu'on appelle les mandarins en quelque sorte, une oligarchie surtout de l'hôpital public. Ça aussi, on peut y revenir. Une oligarchie de l'industrie pharmaceutique, une oligarchie européenne. Ursula von der Leyen est omniprésente dans cette crise. À côté des autorités, on va dire légitimes, qui sont normalement le ministre de la Santé, le Premier ministre, le président de la République, et puis l'armée en dessous de fonctionnaires ou de médecins qui mettent en œuvre cette politique. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça explique la complexité de ce qu'est le réel et la gouvernance aujourd'hui en France, ses problèmes, ses connexions, et pourquoi elle a été démasquée, parce qu'on voit bien que, enfin moi j'ai le sentiment vraiment profond, et je crois de plus en plus de Français, que cette crise n'est pas gérée sous un angle sanitaire comme elle devrait l'être depuis le début, qu'il y a autre chose. J'ai eu le sentiment, et c'est pour ça que j'ai écrit effectivement cet été ce livre, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, j'ai compris progressivement que derrière une crise sanitaire se profilait eh bien, un choix de société, des grands choix sur l'organisation de notre système de santé, sur nos libertés publiques,
des questions sur l'organisation de l'industrie pharmaceutique et de la filière du médicament, l'organisation de la santé. On n'est pas obligé de tout organiser comme on l'organise aujourd'hui. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une opération de démasquage en quelque sorte de l'oligarchie parce que apparaissent des problématiques comme les conflits d'intérêts extrêmement problématiques, extrêmement présentes dans cette affaire. On voit que certains essaient de maximiser leur pouvoir, profiter de cette crise. L'Europe veut faire l'Europe de la santé. L'industrie pharmaceutique veut absolument nous refourguer sur remdesivir, par exemple. D'autres veulent absolument aller vers le vaccin. L'hôpital public veut absolument contrôler au détriment de la médecine libérale et des cliniques privées. Et c'est en ça qu'elle est démasquée. C'est en ça que tous ces gens-là sont démasqués. On voit quelles sont leurs arrière-pensées, parfois des arrière-pensées qu'ils avaient depuis des années, et ils profitent de cette crise pour maximiser leur influence, leur pouvoir, au détriment, je le crois vraiment, de l'intérêt général. D'accord. Alors du coup, j'en profite puisque tu mets le doigt sur un certain nombre de sujets. Tu serais presque qualifié de complotiste. À mon avis, tu l'es déjà d'ailleurs, parce que maintenant c'est extraordinaire d'ailleurs dans cette crise de voir arriver ce nouveau terme qui sert à disqualifier moralement, j'ai presque envie de dire psychiatriquement l'adversaire. Chaque fois qu'on pose des questions, on est immédiatement accusé de complotisme. Je ne sais pas si tu as vu ce reportage Hold Up. Qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il a été vu par des millions de gens, il a manifestement eu un succès absolument incroyable, et donc il dit quelque chose de l'état d'esprit de la société. Alors ce qui est intéressant, moi je l'ai regardé en entier, alors indéniablement, la dernière heure est probablement farfelue, c'est vrai qu'ils font des liens de capillarité entre des sujets très différents, de la 5G, en passant par le transhumanisme, en passant par les nanoparticules, là où il n'y a probablement que des effets d'aubaine. En revanche, ce documentaire pose malgré tout des questions intéressantes et légitimes sur la gestion de la crise sanitaire, des questions qui ont été balayées d'un revers de main par les grands médias, qui ont tous finalement rejeté en bloc ce documentaire sans même se questionner sur ce qu'il pouvait dire des inquiétudes de la population ou de ce qui avait été mis en exergue et dont tu viens de parler à l'aune de cette crise. Et je pense notamment à la question des laboratoires pharmaceutiques, puisque peut-être qu'entre le complotisme et la naïveté, il y a un juste milieu finalement. Et on voit bien, à travers différentes actualités, et tu en parles dans ton livre, qu'il y a derrière les décisions publiques des influences économiques liées à ces laboratoires. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard finalement sur cette influence ? Oui, alors vaste question. Sur le terme complotisme, c'est vrai qu'il est utilisé pour disqualifier, c'est une espèce de rayon paralysant en quelque sorte, c'est-à-dire que complotiste. Donc on ne réfléchit plus, on n'argumente plus, on ne cherche même plus à débattre, ce qui est l'inverse de la démocratie, qui doit être le débat. Je veux dire, honnêtement, quelqu'un nous aurait dit, il n'y a même pas un an, vous allez cette année en 2020, pour sortir de chez vous, vous devrez remplir un petit bout de papier, il y aura des couvre-feux, on va fermer les commerces, on va fermer les restaurants, vous aurez le droit d'aller au ski, mais les remontées mécaniques seront fermées. À Lille, il y aura toujours la grande roue pour Noël sur la Grand Place. Si vous allez skier à l'étranger, peut-être qu'on va trouver un moyen de vous punir. C'est la dernière aujourd'hui, il vaut mieux ramener des kalachnikovs dans son coffre que des skis, quand on revient de l'étranger, ça c'est sûr. Mais, et puis la Grand Place à Lille, il y aura toujours la grande roue, mais elle tournera à vide parce que vous n'aurez pas le droit d'y monter, etc. On aurait dit, vous êtes un dingue, vous êtes un complotiste. Voilà, bon. C'est ce qui s'est passé. Donc, je veux dire, il faut débattre de sujets de fond. Il y a des sujets cruciaux dans cette affaire. Donc, c'est l'argument des faibles complotistes. C'est ceux qui veulent justement qu'il n'y ait plus d'argumentation et plus de débat. Donc ça, je ferme la parenthèse. C'est un signe de faiblesse pour moi. Dès que quelqu'un me dit complotisme, je sais qu'il est faible et qu'il est à court d'arguments. Alors, sur le reste, ce film ou documentaire, je ne sais pas comment l'appeler, à la limite, peu importe ce qu'on en pense. Moi, ça m'a fasciné de voir que c'était 3 jours après l'hommage à Samuel Paty, en plein procès Charlie Hebdo. On a des discours qui saturent les ondes sur la liberté d'expression, valeurs sacrées en France, etc. On aimerait que ce soit le cas et on sait que ce n'est pas le cas. Et 3 jours plus tard, on a les mêmes qui nous disent ce documentaire-là, il faut qu'il soit censuré sur Internet, qu'il soit viré de toutes les plateformes. Pire que ça, il faut ruiner. En tout cas, il ne faut pas que le réalisateur puisse rentrer dans ses frais et donc il faut fermer les cagnottes qu'il avait lancées de souscription pour financer son documentaire. Et je crois qu'elles ont été d'ailleurs fermées de manière scandaleuse. Et je trouve qu'il y a une contradiction, une hypocrisie tellement flagrante
que ça m'a donné envie, rien que pour ça, de défendre par principe ce film. Après, évidemment qu'il y a des points d'accord, de désaccord, et on pensera ce qu'on veut de Hold Up, mais on est suffisamment des grands garçons et des grandes filles pour se faire une opinion nous-mêmes, ou rechercher à côté, et je trouve insupportable ces discours d'ayatollah, là, de censeurs, qui par ailleurs nous expliquent qu'il faut la liberté d'expression. Bref, c'est vrai qu'il y a un mérite dans ce film, c'est effectivement les conflits d'intérêts. Et c'est vrai que le discours de censure, c'est aussi nous dire, il y a des sujets dont on a le droit de parler, puis il y a des sujets un peu interdits. Et c'est vrai que ce sujet de conflit d'intérêts, moi je suis fasciné de voir que normalement la question de la force de corruption de l'industrie pharmaceutique est un sujet qui est abordé dans le livre, j'en fais la recension, mais il y en a d'autres. Il y a des rapports de l'Assemblée générale de l'ONU là-dessus. Il y a des rapports de la Chambre des communes britannique. Il y a des rapports du Sénat français. Il y a des rapports d'ONG, Transparency International, etc., sérieuses. Bon, sur le sujet, qui montrent la force de corruption de cette industrie dont on dit qu'elle est probablement la plus corruptrice du monde. C'est pas un complot, ça. Parce qu'elle est hyper puissante et qu'elle brasse des milliers de milliards de dollars par définition. La santé, c'est un marché gigantesque. Donc c'est un sujet qu'on a abordé. Vous retrouvez des rapports, vous trouvez des dossiers dans l'Express, sur les chaînes, même les plus grandes chaînes en France et à l'étranger. En temps normal, régulièrement, ce sujet, il est abordé, il est traité. Quand arrive la crise sanitaire, on n'a plus le droit d'en parler. Il n'y a plus que Hold Up qui en parle. Enfin, moi j'en parle, mais on n'est pas beaucoup à en parler, honnêtement. Le professeur Raoult. Oui, le professeur Raoult, qui en est probablement victime d'ailleurs, parce que c'était le seul dans le conseil scientifique qui n'avait même aucun lien d'intérêt. Bon. Et il l'a quitté ou il l'a démissionné. Ce conseil scientifique, du coup, de sa composition. Voilà, alors justement, donc je trouve qu'on devrait maintenant parler de ce sujet des conflits d'intérêts. Et c'est le moment où on n'a pas le droit d'en parler, au moment le plus crucial. Donc ça, c'est quand même aussi très révélateur et délirant. Conseil scientifique, il est bourré de liens d'intérêt. Alors, je vais rester prudent, je ne vais pas dire conflit d'intérêt, parce que les liens d'intérêt, c'est différent. Mais c'est vrai que sur les 10 membres qui avaient été nommés là, au mois de mars, il y en avait, sur les 11 au départ, il y avait le professeur Raoult, il y en avait 10 sur 11 qui avaient des liens d'intérêt, et on peut les trouver sur le site transparence.santé.gouv.fr, etc. Enfin, c'est pas très bien fait d'ailleurs ce site, ça doit probablement être fait exprès, mais si on prend sa loupe, on peut trouver. Il y en avait un qui n'en avait pas, c'était Raoult, et il a démissionné. Et en fait, c'est vrai que... Il y a un intérêt, en fait, que les gens comprennent bien. Ce sont finalement des financements qui sont donnés par des laboratoires pharmaceutiques à ces médecins dans le cadre de leur recherche ou en tant que consultants. C'est ça, en fait, pour préciser. Voilà. Alors, c'est exactement ça. C'est les financements par les labos pour financer soit même des colloques, des revues, des laboratoires physiques, etc. Mais il y a pire que ça, c'est en termes de conflit d'intérêts, je pense qu'on peut le dire là, dans ce conseil scientifique, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 8 membres sur 10 qui étaient en même temps membres de Reacting. Reacting, c'est un consortium scientifique qui a été créé en 2013 par Del Frécy, président du conseil scientifique, et présidé aujourd'hui par Yazdan Pana, qui est un des membres éminents du conseil scientifique. Et qu'est-ce que c'est que ce consortium ? Notamment, il gère des essais cliniques. Et il était chargé dans cette crise de gérer l'essai clinique Discovery. Le fameux Discovery qui devait être le grand essai clinique européen. Oui. Voilà, finalement, il y a eu un luxembourgeois et on n'a pas recruté le quart de ce qu'on devait recruter. Et puis... Et l'hydroxychloroquine a été ajouté en dernière minute sous la pression, ça ne devait même pas être analysé au début, si je ne m'abuse. Exactement. Et puis, apparemment, c'est Raoult qui le dit, en tout cas, quand on a commencé à voir que l'hydroxychloroquine, ça rendait des résultats pas mal, on a arrêté l'essai. Bon, et puis finalement, cet essai est tombé dans un trou. Macron nous avait promis des résultats pour le 14 mai. Je crois que le 14 mai 2021, on ne les aura toujours pas. Voilà, donc là, il y a vraiment aussi un problème. Il y a un problème manifeste, mais des problèmes, les conflits d'intérêts, on les retrouve à beaucoup de niveaux. On les retrouve aussi au niveau de l'Union européenne. Cette histoire de commande le 7 octobre, pas il y a 6 mois, le 7 octobre, d'1 milliard pour 1 milliard d'euros de Remdesivir, de Gilead, alors que 8 jours plus tard sort les conclusions de l'étude OMS qui montre que le Remdesivir est déconseillé contre Covid-19 parce que inefficace et avec de potentiels effets secondaires, genre insuffisance rénale grave, l'Union européenne... Pour préciser, donc, molécule distribuée notamment par Gilead, si je ne me trompe pas, qui elle-même a des liens justement d'intérêt avec un certain nombre de décideurs publics européens et français. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Gilead... C'est un peu compliqué. C'est un laboratoire américain. C'est celui qui produit le Remdesivir. Gilead, et ça c'est une étude de Science et Avenir qui avait été faite début juillet, c'est
avec ce laboratoire que les épidémiologistes en France ont le plus souvent des liens d'intérêt, qui ne sont pas forcément des conflits d'intérêt. Ni de la corruption, pas forcément. Non, tout à fait. Et même un conflit d'intérêt, ce n'est pas forcément de la corruption. Et on peut être en situation de conflit d'intérêt en toute bonne foi. C'est pas forcément, il faut aussi enlever ça de sa tête. Ça, Raoult l'explique bien aussi. On peut être en conflit d'intérêt sans même s'en rendre compte, parce qu'en fait, à force d'années et d'années de financement pour sa revue, sans même, on s'en rend plus compte. De temps en temps, on reçoit 3 000 € pour financer une revue, on reçoit 10 000 € pour moderniser son laboratoire. On ne se rend plus compte qu'on est devenu dépendant d'un laboratoire. Et quand arrive une crise et qu'il faut plutôt faire la promotion d'un médicament plutôt qu'un autre, naturellement, on va être porté vers le médicament du laboratoire qui nous apporte ses financements du quotidien. Et ce n'est pas forcément une corruption, mais c'est un problème. Et ça doit nous amener de nous-mêmes à nous déporter de décisions publiques. Ce qui n'est pas le cas de ce conseil scientifique, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, qui a un jeu louche depuis le départ avec Gilead. L'Agence européenne du médicament a accordé au Remdesivir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché dès fin juin. La Commission européenne ensuite a suivi ce qui était le premier médicament autorisé en Europe contre le coronavirus, qui était délirant, personne n'a compris. C'est-à-dire que c'est un truc sous intraveineuse, avec dans un cas sur 10 des insuffisances rénales, et on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Par contre, la pauvre hydroxychloroquine qui se prend en cachet, qui coûte 3,12 € et qui était en vente libre en France jusqu'au 15 janvier dernier et qui est depuis 40 ans ou 50 ans et qui nourrit chaque année des milliards de personnes, notamment en Afrique, contre le paludisme, on le sait. Là, il y avait un vrai problème et c'est extrêmement dangereux. Donc là aussi, franchement, si on se dit, mais si ça ne crée pas un bug dans son cerveau quand on entend ça et qu'on ose essayer de nous faire gober ça, c'est qu'on est prêt à tout accepter. Et penses-tu qu'il y ait, justement, sur la question de ces laboratoires pharmaceutiques, au-delà des molécules en tant que telles, penses-tu qu'il y ait une influence aussi sur la décision publique, dans le cadre, par exemple, des vaccins ou de la politique des vaccins? Ça veut dire, est-ce que ça va au-delà de ça, finalement? Alors, les vaccins, c'est vrai que depuis le début de cette crise aussi, en quelque sorte, on est passé de la case confinement masque à la case vaccin. Ne passez pas par la case départ. Si vous voulez aller directement à la case vaccin, ne prenez pas vos 20 000 francs et ne passez pas par la case traitement. C'est-à-dire qu'il y a un grand oublié dans cette crise, c'est le traitement. On a l'impression, à part le fameux Remdesivir, mais maintenant il est disqualifié officiellement depuis l'étude OMS, à part ça, tous les antiviraux classiques, tout ce qu'a pu proposer, pas que Raoult, il n'est pas du tout seul, il y ajoute l'azithromycine qui est un antibiotique, etc. Tout ça, ça a été mis de côté. On ne peut pas y réfléchir, c'est même pas dans le débat. C'est directement le vaccin, sans se poser de question de savoir est-ce qu'une maladie qui finalement a un taux de mortalité de 0,20 ou 0,25%, peut-être moins même, est-ce qu'il faut vraiment un vaccin? C'est une vraie question. Moi, je ne suis pas médecin, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'un vaccin développé en 8 mois, alors que la moyenne sur les 10 dernières années des nouveaux vaccins, c'est 8 ans, pas 8 mois, 8 ans de développement, donc on est allé 12 fois plus vite que la normale. Je veux bien qu'on mette un peu plus d'argent, j'en suis conscient, mais quand même, il y a des étapes, normalement, qu'on ne peut pas compresser, des étapes temporelles. Là, elles ont été compressées. Et on nous pousse vers ce vaccin, des mêmes grands laboratoires. On voit que le vaccin, en fait, il est toujours virtuel, il n'existe que dans les communiqués de presse des laboratoires, ce qui leur permet d'augmenter leur cours de bourse. Le PDG de Pfizer, le jour où il annonce qu'il a un vaccin efficace à 90%, ensuite ils diront 95%, vend pour 5,6 millions de dollars d'actions. Or, je trouve ça même incohérent. Si effectivement ce jour-là le cours de bourse a beaucoup augmenté, mais s'il est sûr de son produit, moi je lui conseillerais plutôt, si j'étais, d'attendre un petit peu, puisqu'ensuite il aura un super vaccin efficace à 95%, c'est le meilleur du marché aujourd'hui, puisque le pauvre Moderna est tombé à 94,5%, pas de bol. Et le vaccin russe a été écarté. Le vaccin russe, alors lui, on ne veut même pas en entendre parler, on ne sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, on dit vaccin, mais en fait ces trucs Pfizer et Moderna ne sont pas vraiment des vaccins, ce sont des thérapies géniques en quelque sorte. Il y a d'autres vaccins, genre Pasteur travaille actuellement ou Sanofi, je crois, sur un vrai vaccin au sens traditionnel du terme. Là, les deux, Pfizer et Moderna, c'est très différent. C'est le système de l'ARN messager, c'est tout nouveau et ce n'est pas vraiment un vaccin. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un problème là aussi. Et qu'on nous dit, là, on est prêt à vous vacciner dans 2 semaines, dans 3 semaines. J'ai pas envie, moi, je ne suis pas dans les publics prioritaires, ça tombe bien, mais je déconseillerais à quelqu'un qui est dans le public prioritaire de le faire. Et je le fais en toute responsabilité parce que j'écoute les médecins et les professionnels, y compris des gens qui ne sont pas de mon bord. Le professeur Combe,
ou Catherine Hill, qui est épidémiologiste, ils ont beaucoup défendu le confinement, et ça n'est pas ma position. Et pourtant, aujourd'hui, ils écrivent contre cet excès de précipitation, comme dit Côme, sur le vaccin, parce qu'ils sont sérieux, c'est tout. Je pense qu'ils sont sérieux et on ne joue pas avec la santé des gens. On reviendra sur les solutions alternatives un petit peu plus tard, mais donc concrètement, maintenant qu'on a vu cette influence se manifester à travers, en effet, des décisions publiques poussées dans un sens plutôt que vers un autre, des études mises de côté, ou encore le scandale de l'affaire Lancet, qui avait publié une étude contre l'hydroxychloroquine, puis on avait découvert que c'était bidon. Mais une fois qu'on a vu tout ça et que la crise a mis tout ça en exergue, d'une certaine manière, comment aujourd'hui on peut réguler cette influence, d'une certaine manière, des labos sur l'économie et la décision publique, qui se fait du coup parfois au détriment, bien sûr, de la santé et de l'intérêt général, alors même qu'on sait bien qu'aujourd'hui, évidemment, les moyens sont tellement énormes que la recherche privée ou publique, d'ailleurs, ne peut plus se passer, d'une certaine manière, aussi de ces financements, et qu'elle irrigue de partout. Qu'est-ce qu'on a comme alternative en tant que décideur public pour pouvoir répondre à ça ou limiter ça ? Je pense qu'on pourra le limiter. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais je pense qu'il y a des réformes indispensables qui peuvent être prises. D'abord, quand on nomme en période de crise un conseil scientifique, on fait attention à qui on nomme. Et on essaie plutôt de nommer des gens qui sont spécialistes du sujet en question. Mais bon, sachant qu'Agnès Buzyn elle-même avait, via son mari aussi, des liens un peu particuliers. Donc, oui, alors son mari, c'était Jean-Yves Lévy, qui était, je n'ai pas rappelé tout à l'heure, mais qui était aussi dans Reacting, quand il dirigeait l'INSERM dès 2013, effectivement. Mais voilà, déjà, on fait attention à qui on nomme. Bon, ensuite, il y a des règles, j'ai envie de dire toutes bêtes, mais de transparence et d'information. Par exemple, vous passez à la télévision ou à la radio, vous êtes médecin et vous parlez de ce sujet-là. Avant de répondre à une interview, vous donnez vos liens d'intérêt. Vous donnez systématiquement vos liens d'intérêt et le journaliste devrait avoir le réflexe, quand le médecin ne le fait pas spontanément, de poser ça en première question. Il y a des médecins qui le font aujourd'hui à la télévision, d'eux-mêmes, c'est souvent ceux qui n'ont pas de lien d'intérêt. Mais les autres, avant qu'ils parlent, il faut qu'on sache. Ça, la transparence et l'information, c'est très important dans ce domaine-là, parce que plus on en a, plus derrière, plus on sait avec qui les monnaie, plus ils sont obligés eux-mêmes d'être prudents et de faire attention. Bon, après, il y a des choses un peu structurelles. Au sommet des politiques de santé, il y a l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui dépend de l'ONU. Moi, je suis évidemment pour un partage universel des connaissances et de la science, et en particulier dans le domaine de la médecine et de la santé. Donc, qu'il y ait une coordination internationale est une bonne chose. Mais l'OMS, il faut savoir que dans les années 70, c'était financé à 80% par les États. Aujourd'hui, c'est financé à 80% par les labos et notamment à 10% par la fondation Gates, qui est le plus gros financeur aujourd'hui non étatique. Moi, j'aime bien, j'ai rien ni pour contre Gates, je m'en fiche un peu, il a fait son argent sur Microsoft, tant mieux pour lui. Mais il y a eu des enquêtes aussi sérieuses, par exemple Lionel Astruc, qui est un journaliste tout à fait sérieux, qui a fait une enquête sur cette fondation et qui dit que ce n'est pas du tout une œuvre de philanthropie. Et puis surtout, Gates, il est très bon pour les virus informatiques. Surtout que son truc apparemment était plutôt infesté de virus, c'était pas réputé par les connaisseurs comme formidable, je sais pas, mais je vois pas pourquoi il serait spécialiste des vaccins. Et je vois pas pourquoi il tiendrait 10% de l'OMS dans sa main. Moi, ça me pose un vrai problème. Sachant qu'il y a aussi parfois des liens dérangeants avec certaines puissances étrangères. On sait aussi l'influence que la Chine peut avoir sur l'Organisation mondiale de la santé et qui pourrait justifier en partie le retard d'information qu'a pu donner l'OMS sur ce qui se passait véritablement en Chine, du fait aussi des liens d'intérêt entre l'actuel président de l'OMS et voilà. Donc ça va même au-delà de la question des labos pour le coup, l'OMS. Tout à fait, oui, là, on ne va pas revenir sur ça, mais effectivement, la nomination du nouveau directeur général de l'OMS il y a quelques années a été complètement faite par la Chine. Et lui-même avait déjà des problèmes dans la gestion d'épidémies dans son pays, en Afrique, etc. Ça, je pense qu'il y a une réforme profonde de l'OMS, et je dis même dans le livre, il faut un électrochoc, et je pense qu'un grand pays comme la France, et peut-être d'autres, qui quitterait l'OMS un temps, en disant, attendez, vous arrêtez le délire, on nettoie les écuries d'Augias, et on reviendra quand ce sera propre, et on y contribue. Tu fais du Trumpisme alors, du coup. Oui, voilà, oui. C'est pas un secret pour personne que je prie pour qu'on trouve ces fameuses fraudes, et bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais je préfère Trump à Biden, oui, c'est sûr. Parce que Biden, lui, il est vraiment lié à tous ces gens-là, à cette oligarchie en particulier. Donc l'OMS, je pense qu'il faudrait quitter. Après, il y a des mesures aussi à prendre très importantes. En France, il faut interdire le pantouflage. Mais ça, c'est pas que sur l'industrie pharmaceutique.
Oui, donc que les gens comprennent bien sur le pantouflage, c'est le passage en fait de la haute fonction publique à des sociétés privées. Voilà. C'est le passage et c'est les allers-retours. Oui, c'est les allers-retours. Alors ça se fait beaucoup dans la Grande finance. spécialité française. Voilà, par exemple, vous avez quelqu'un au hasard qui travaille dans une banque d'affaires, puis ensuite il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ensuite ministre de l'économie, puis ensuite président de la République. C'est gênant. Voilà. Enfin, avant ça, il était haut fonctionnaire. C'est gênant. Et quand c'est dans le domaine de la santé, c'est très gênant. Donc comment tu interdis le pantouflage? Ça doit être écrit dans le statut de la fonction Tu publique. ne peux pas quitter la fonction publique. Mais tu t'engages dans la fonction publique, tu peux te mettre en disponibilité à un moment, par exemple, si tu as un mandat électoral, tu es en disponibilité, tu peux aller d'une fonction publique à l'autre. Il y a 3 fonctions publiques, l'hospitalière, territoriale, d'État. Tu peux, mais c'est quand même compliqué d'interdire aux gens de quitter la fonction publique ou de démissionner de la fonction publique. En revanche, ils pourraient être obligés, si on change d'activité, à la quitter complètement et à ne pas pouvoir y revenir. Mais ils peuvent parfaitement aller travailler dans le privé, etc., mais ils quittent la fonction publique. C'est ça. Mais ne pas pouvoir y revenir et ne pas bénéficier des avancements qui continuent, notamment quand on fait de la politique. Totalement d'accord là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait... je pense que c'est une règle, à mon avis, de bon sens et d'assainissement général. Après, il y a la question de la sanction. Je pense qu'un politique, un élu, plus exactement, un élu qui ait pris la main dans le sac d'un conflit d'intérêts, alors c'est rare, parce qu'il faut le prouver. Il y a eu des procès, le sang contaminé, on s'en souvient, ou des décisions comme ça, devrait être déclaré inéligible à vie. Je pense qu'il faudrait une sanction extrêmement claire sur ce sujet-là et avancer, définir précisément le contour de ce que je dis, parce qu'il faut rentrer dans le détail. Mais je pense qu'il faut vraiment faire peur sur ce sujet-là, montrer que ça n'est pas anodin. Quand on est élu, on a des responsabilités et on ne doit pas, à midi, déjeuner avec le lobbyiste du coin et l'après-midi se faire écrire un amendement par le même lobbyiste et le porter en commission ou en hémicycle. Ce qui se fait, on le sait. On le sait l'un comme l'autre. Moi, je l'ai vu au Parlement européen, tu as dû le voir à l'Assemblée nationale, très souvent, beaucoup trop souvent, ce qui est un vrai problème. Et je pense qu'il faut arrêter ces pratiques-là, il faut vraiment nettoyer tout ça. Alors après, structurellement, sur les politiques des États, ce que disait Raoult me semble de bon sens, c'est-à-dire qu'il dit le problème des essais cliniques, c'est que personne ne veut financer des essais cliniques sur des vieux médicaments, toute l'école de la réaffectation des anciennes molécules, genre hydroxychloroquine. C'est que c'est une vieille molécule génériquée depuis longtemps, mais qui coûte rien. Qui ne coûte rien et ne rapporte donc rien. Et donc il dit personne ne va investir dans un essai clinique sur l'hydroxychloroquine a priori. Parce que les essais cliniques aujourd'hui, ils sont designés et financés par l'industrie pharmaceutique. Et lui, il dit, à la limite que l'industrie pharmaceutique finance et design les essais cliniques sur les nouvelles molécules, pas de souci, mais il faut que l'État, comme puissance publique, prenne ses responsabilités sur les essais cliniques sur les anciennes molécules. Or, il dit, là, l'État ne le fait pas. Et donc, résultat, on passe à côté d'une école importante que lui promeut en particulier, mais il n'est pas le seul, celle de la réaffectation des anciennes molécules, sortir du mythe que forcément il faudrait trouver à chaque fois un nouveau médicament, une nouvelle molécule. Non, on a déjà plein de molécules qu'on connaît avec leurs effets secondaires, qu'on connaît par définition. Allons voir d'abord si on n'a pas en magasin ce qu'il faut. Oui, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'en fait, depuis maintenant quelques décennies, on découvre très peu de nouvelles molécules. Et donc, du coup, le modèle économique des labos qui se financent et qui gagnent d'abord de l'argent sur la découverte de nouvelles molécules qui, évidemment, sont brevetées, donc, du coup, qui bénéficient, évidemment, d'un rapport de vente plus intéressant, il faut, la plupart du temps, qu'ils marketent un peu la vente. Et souvent, d'ailleurs, c'est en réalité du repositionnement de molécules un peu marketé. Et donc évidemment là-dedans on est là-dedans. Je crois que Didier Raoult avait aussi proposé la création, c'était assez intéressant d'ailleurs, d'une revue indépendante uniquement financée par l'argent public, qui permettrait d'éviter que justement des revues comme Lancet puissent être la proie évidemment des lobbies. Mais c'est vrai que ce qui est surprenant, et c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'il existe des obligations qui ne sont pas forcément d'ailleurs respectées. Parce que par exemple, les médecins qui sont en charge de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ont des obligations déclaratives, voilà. Et on voit bien qu'en fait, les contrôles n'ont pas vraiment lieu. Et voilà. Donc en fait, avant même d'ailleurs de créer de nouvelles normes, il y aurait peut-être déjà la nécessité de faire appliquer ce qui existe. Mais genre, je glisse maintenant sur au-delà de la... À moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Je pense que c'est... Mais c'est vrai que c'est un sujet central et c'est dommage en effet que la presse, malheureusement,
malheureusement n'aille pas au-delà des apparences. Et sur la question des laboratoires, on va glisser aussi sur la question de l'hôpital, parce que ce qui est très surprenant dans cette crise, c'est qu'en réalité, derrière la crise sanitaire, on a le sentiment que c'est d'abord une crise hospitalière, et j'ai envie de dire presque une crise de l'hôpital public qui s'opère, puisqu'en fait, l'intégralité quasiment de la stratégie du gouvernement est uniquement orientée vers l'évitement de la saturation de l'hôpital public. Il n'y a pas d'autres objectifs. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ton regard sur les causes, qui évidemment ne datent pas non plus de cette crise, qui nous amènent aujourd'hui à cette crise de l'hôpital, et surtout au regard que tu portes sur la réponse finalement qu'a apporté le gouvernement sur cette question de l'hôpital. Parce que si toute ta stratégie est d'éviter la saturation de l'hôpital public, on attend donc que tu prennes en conséquence des dispositions structurelles très importantes pour que cet hôpital, un peu comme en Allemagne, puisse répondre de manière plus efficace et donc éviter que la contrainte se fasse en amont sur la société. Oui, c'est une question absolument essentielle parce que l'hôpital public, c'est quelque chose qui est devenu très paradoxal. À la fois, on se plaint, et d'ailleurs, en fait, pas que pendant la crise Covid, certains se sont amusés à reprendre les reportages des 20 heures. Tous les hivers, on a des reportages sur les urgences saturées, les services de réanimation saturés, notamment dans les hôpitaux parisiens, et même déjà les transports sanitaires, parce que parfois, quand il y a des fortes grippes, en 2015, il y a eu une forte grippe, en 2017 aussi, il y a déjà des saturations. Et donc ça, on s'en plaint. En même temps, en fait, et les gouvernements s'en plaignent, et en même temps, ils organisent la pénurie en fermant des lits. Alors peut-être que là, ils vont arrêter un peu, quoique. Ils en ont pas... Cet été, je crois qu'il y avait encore des fermetures. Il y a encore un mur, les fermetures, et effectivement 100 à Nantes, je crois, ils en ont fermé 9 à Saint-Etienne, enfin j'avais les chiffres, 14 à Strasbourg, là, à la rentrée. Ça est délirant, 3800 en tout cas en 2019, et 110 000 sur les 25 dernières années, soit un quart des lits. Alors que pendant ce temps-là, la population française gagnait 10 millions d'habitants, notamment vieillissait en plus. Oui, alors eux diront, ils font de l'ambulatoire à la place, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile, ils n'ont pas forcément fermé en réa, enfin bon, voilà, mais... On est d'accord qu'il y a une tendance qui, quand même, est très étonnante. Il y a une tendance, on sait derrière, il y a tous les ans les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne qui poussent en ce sens, etc. On connaît un peu les causes. Elles ne sont pas contraignantes. Là, toi, non, elles ne sont pas contraignantes, mais... C'est l'orientation, parce que ce n'est pas une compétence partagée pour le coup. Non. C'est pas encore... Là, ils veulent faire l'Europe de la santé. Ah bah moi, oui, alors, si on veut l'Europe des lobbies pharmaceutiques et en même temps l'Europe de l'austérité, il faut faire l'Europe de la santé. Donc ça, il faut vraiment se battre contre ça. Mais en tout cas, il y a une pression. Il y a une pression des pairs, il y a une pression européenne, il y a une pression en ce sens, et puis de toute façon, ça ne leur pose aucun problème parce qu'ils sont de cette idéologie, de cette école. Donc, c'est-à-dire qu'on se plaint de la pénurie, en même temps, on l'organise. Et troisième point paradoxal qui rend la chose encore plus ubuesque, c'est qu'en même temps, l'hôpital public a presque besoin de cette pénurie, du fait de son mode de financement depuis les années 2000. C'est-à-dire qu'en 2005-2006, il y a un directeur d'hospitalisation au ministère de la Santé qui s'appelle Jean Castex, le fameux, qui est chargé de mettre en place et de promouvoir la T2A, la tarification à l'activité. On change de modèle de financement. Je ne dis pas que l'ancien modèle était parfait, qu'il ne fallait pas le réformer. Que les gens comprennent bien, du coup, en fait, on passe de subventions publiques données avec des enveloppes à la tarification, à l'activité, ce qui est censé pousser au fait que les hôpitaux soient de meilleurs gestionnaires. C'est ça. Sauf que ce qu'ils ont oublié de dire dans ce système, et c'est là où c'est complètement aberrant, c'est qu'en fait, ils fonctionnent comme s'ils étaient dans le cadre du marché. Alors qu'en réalité, leur premier, voire quasi exclusif client est la sécurité sociale, donc ils ne maîtrisent pas les tarifs. Eh bien, exactement. Donc, en fait, c'était présenté comme étant sain et vertueux, et en fait, on a vu, et tous les professionnels de santé, honnêtement, il n'y en a pas un qu'on peut rencontrer aujourd'hui qui vous vantera la tarification à l'activité. Ça s'est retourné contre le système et c'est devenu pervers. C'est-à-dire qu'ils ont besoin en même temps d'activité, ce qui fait que pendant cette crise, très concrètement, moi, je le sais, je suis conseiller. Ils veulent des malades, c'est ça que tu es en train de dire. Ils veulent des malades. Moi, je suis élu région Grand Est. Je le sais, et Raoult, ça m'a fait plaisir, il l'a dit, mais moi je le savais déjà parce que j'étais sur le terrain, et on a des informations, on est en contact avec l'ARS, etc. Dans le Grand Est, pendant le premier pic, là en mars-avril, où le Grand Est était très touché de notoriété publique, et on le sait, il y a des cliniques privées qui se sont portées volontaires pour recevoir des malades qui n'ont pas été sollicités. Et en fait, l'hôpital public, on se dirait, mais c'est des méchants, c'est des vilains, et c'est horrible. En fait, non, c'est juste pervers. L'hôpital public avait besoin de ces malades pour afficher une facture ensuite à l'État plus importante et pour pouvoir se financer, parce que sinon, il n'arrive pas à se financer. Et il est en déficit structurel. Et ça s'est reproduit. Donc, c'est un espèce de truc complètement dingue, hyper pervers qui s'est mis en place, qui amène à mettre de côté les cliniques privées. Alors,
Dieu merci, pas totalement. À partir du moment où il y a une intervention publique, où il y a une médiatisation. Il y a un petit mieux par rapport à mars. Il y a, je crois, un mieux. Je crois qu'il y a eu un mieux. Mais en plus, on met par ailleurs, alors là, complètement de côté, mais pire que ça, on les a méprisés, toute la médecine libérale. Là, la médecine libérale, sur laquelle je trouve que là, il faut vraiment y réfléchir. Une épidémie, pour moi, les premiers soldats au front sont les médecins libéraux, c'est les médecins de famille. C'est eux qui connaissent leurs malades. Quand tu dis on les a mis de côté, c'est-à-dire que toi, on les a pas associés à la prévention, on leur a interdit de prescrire l'hydroxychloroquine. On les a totalement. Tout de suite, on a dit c'est une politique hôpital public, c'est nous qui allons traiter cette épidémie, c'est nous hôpital public. Or, l'hôpital public ne pouvait traiter que les cas les plus graves par définition. Mais les premiers conseils qui étaient donnés dès le mois de mars, c'était vous restez chez vous, vous prenez du Doliprane. D'ailleurs, n'en prenez pas trop parce que la fièvre, c'est une réaction immunitaire. Donc ne la faites pas baisser, ça peut être très désagréable. Ne restez pas à 42 fièvres tout le temps, je sais bien que c'est désagréable, mais gardez un peu de fièvre parce que la fièvre, c'est fait pour combattre. C'est votre organisme qui se défend. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Mais on disait ça. Prenez non, mais parce qu'on a écouté tellement de médecins qu'on a appris plein de choses dans cette crise. Je ne savais pas tout ça il y a 6 mois, j'ai appris des choses, j'en suis très heureux, comme beaucoup de monde. Mais ensuite, si vraiment vous étouffez, vous appelez le SAMU et on vous hospitalisera. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait on a sauté la partie traitement. On a sauté la partie traitement et donc la partie médecin de famille. Parce que le médecin, lui, il connaît. Il connaît la petite grand-mère, la personne, il sait quelles sont les comorbidités de tel ou tel patient. Il sait quelles sont ses fragilités. Il sait qu'elle a, attention, elle est en surpoids, diabétique, etc. Il sait mieux que n'importe qui, il connaît mieux que n'importe qui ses patients. Puis c'est pas un charlot. En France, pour être médecin, il faut 10 ans d'études. Je suis désolé, donc il faut arrêter aussi de les mépriser comme ça. Alors, non seulement on les a mis de côté dans le dispositif, ils n'existent pas, mais en plus, effectivement, tu y faisais référence, fin mars, 25-26 mars, 2 décrets de Véran qui tombent, qui sont inédits. Inédits, objectivement, dans l'histoire de la médecine, pour ceux qui connaissent le sujet, ce qui n'était pas mon cas, eh bien c'était d'interdire la prescription de cette fameuse hydroxychloroquine aux malades Covid. Voilà. Et donc, il y a un vrai problème. Alors, l'autre problème dans cette organisation, et c'est très lié, c'est les ARS, les agences régionales de santé, qui ont été créées sous du temps de Roselyne Bachelot. Décidément, ils sont tous au gouvernement aujourd'hui. Quand elle était non pas à la culture, mais à la santé, elle a créé les ARS. Et le problème, c'est que ça a créé une vision très technocratique de la gestion de la santé, vraiment très technocratique, ultra déconnectée du médecin, encore une fois. C'est une fausse décentralisation. Il faut quand même le préciser. Oui, ils n'ont pas d'autonomie, ça n'est que l'application de la démocratie parisienne originale. Oui, c'est vraiment... c'est déconnecté du terrain et de la réalité médicale, ce que vous disent beaucoup de médecins là aussi qui se battent contre l'existence même de ces ARS. Et voilà. Mais tout ça s'accorde bien avec ce qu'on veut faire avec l'Europe de la santé, parce que ce sera une Europe. L'Europe, c'est un truc hyper technocratique en fait. C'est très centralisé à Bruxelles, etc. Et ça s'accordera bien avec ce système-là. C'est pour ça que les choses s'imbriquent assez logiquement dans leur mode de pensée, leur mode de vision des choses. Oui, sachant qu'il y a quand même une chose à dire, c'est qu'on parle beaucoup de politique d'austérité, mais en réalité, on se rend compte aussi que ça tient moins au montant qu'à la manière dont est réparti aussi cet argent public au sein de l'hôpital, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une surreprésentation de la partie administrative, et que les soignants, d'une certaine manière, sont aujourd'hui un peu les victimes, si je puis dire, de dépenses excessives et indues dans d'autres services. Enfin, il y a une forme de bureaucratisation aussi de l'hôpital, dont se plaignent aussi beaucoup les médecins, et qui n'aide pas, si vous voulez, à se concentrer sur la partie médicale, finalement. Alors, pour faire suite à ça, on va rentrer un peu dans le vif de ce qui fait souvent polémique, c'est-à-dire la question que nous vivons au quotidien et qui est extrêmement contraignante, du confinement, la question des masques, évidemment avec celle-ci, la question de la fermeture des restaurants a priori jusqu'en janvier, et des universités, parce que nous, avec l'ICEP, il faut savoir que nous ne rouvrirons peut-être que le 5 février, donc nous sommes les grands sacrifiés du dispositif. S'il n'y a pas de troisième vague. Voilà, s'il n'y a pas de 18e vague. Alors c'est là où ta voix, pour le coup, est singulière, j'en parlais au début lorsque je t'ai présenté, mais c'est vrai que toi, tu prends ouvertement position contre le confinement, contre le port du masque généralisé. C'est vrai que tu vas peut-être y revenir, mais on est là dans une décision publique qui repose sur des hypothèses, pas sur des certitudes scientifiques. Donc on est un peu des cobayes d'une certaine manière dans cette affaire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu t'y opposes, et surtout quelles solutions tu verrais
à la place, alternative, parce que bien évidemment, aujourd'hui, on est quand même à une époque où il paraîtrait insupportable qu'on puisse laisser dans certaines régions les gens mourir parce qu'on n'arrive pas à les prendre en charge dans les couloirs. Donc finalement, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire selon toi pour malgré tout essayer de réguler en tout cas ce virus, si je puis dire? Alors là, effectivement, on rentre dans un peu la partie ténébreuse et un peu obscurantiste de cette gestion de la crise. C'était pas lumineux avant non plus. Mais... Non, ça n'a jamais été très lumineux. Monsieur Véran n'a jamais été très lumineux, ça, on est d'accord. Mais et le problème, c'est c'est cette partie-là qui devient prédominante. On parlait tout à l'heure des stations de ski. On s'enfonce de plus en plus dans cette absurdie, ce que Die Zeit, le journal allemand, appelait l'absurdistan autoritaire. Je crois que ça définit parfaitement ce qu'est devenu la France, l'absurdistan autoritaire. Et ils ajoutaient derrière avec des résultats catastrophiques. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Les pays les plus restrictifs dans le monde ont les pires résultats. Il suffit de regarder en mortalité par habitant. Espagne, France, Italie, Belgique, là-bas c'est la dinguerie générale, hein. J'aime bien les Belges, mais enfin là, ressaisissez-vous quoi. Enfin je veux dire, le pays devient n'importe quoi. Ils ont des règles complètement délirantes tous les jours. Royaume-Uni, et puis même Argentine, alors eux ils sont en confinement depuis 8 mois. Et ça fait 8 mois que la mortalité augmente. Bon. Alors que un pays comme la Corée du Sud, 51 millions d'habitants, 526 morts du Covid. Alors, on nous a dit, là je vois des articles de presse en disant la Corée du Sud, le pays de la 3e vague. Alors j'ai regardé, je me dis, qu'est-ce qui se passe? 3 morts hier, 3 morts. En pleine 3e vague. Hein. Donc, or, eux n'ont jamais fait de confinement, ils n'ont même pas fait de couvre-feu, ils n'ont même pas fermé leur commerce et leurs restaurants. Même pas. Alors par contre, c'est vrai, ils n'étaient pas vraiment hydroxychloroquine, mais ils ont eu toujours cette école de pensée, c'est il faut prescrire des antiviraux. Eux, on ne laisse pas les malades comme ça suffoquer chez eux ou simplement au Doliprane. Il faut traiter. Deuxièmement, c'est un pays riche. Alors, ce n'est pas l'espèce de pays du tiers-monde qui est en train de devenir la France, hein, à force de politique, de sous-investissement, notamment dans la recherche et vraiment dans l'investissement pour le pays depuis des années. Là-bas, par exemple, tous les soirs, les bus passaient et passent, ou les métros, les rames de métro, dans je ne sais jamais si c'est infrarouge ou ultraviolet, un des deux du spectre, celui qui tue le coronavirus, passe dans des machines qui diffusent comme ça ces rayons. Mais il faut investir pour ça, il faut les avoir. Ils ont mis en place des mesures dans les écoles, l'Allemagne l'a fait aussi, ils ont installé des purificateurs d'air. Hein, au lieu de se demander si on fermait les écoles, etc., ils ont dit nous, on va simplement installer des purificateurs d'air. Ce qu'on ne fait pas en France. Ils mettent des masques à des gamins de 6 ans. Mais bien sûr. C'est le cas de ma fille qui, du coup, évidemment, se tripote le masque toute la journée. Donc l'effet étant pire. Enfin, voilà. Ah le masque, de toute façon, si vous le tripotez toute la journée, c'est pire que mieux. Et donc, ils ont fait ça. Alors après, c'est vrai que c'est aussi, on me dira, c'est une culture comme les Suédois, c'est pas des pays latins, quoi. Oui, et puis la question, c'est est-ce que, par exemple, les Français auraient été capables d'accepter, tu me diras, ils acceptent bien pire, mais le fait de tracer, parce que dans ces pays, il faut quand même préciser, qui ont d'ailleurs une avance technologique assez phénoménale, hein, on le voit aussi à l'occasion de cette crise, on a vu le décrochage qu'on a vu. Alors que la Corée était quand même pas loin d'être un pays sous-développé il y a encore quelques décennies. C'est vrai, quand on regarde ça, est-ce qu'on serait prêt aussi à mettre des mesures de restriction de liberté très fortes avec un traçage qui est quand même, pourrait remettre en cause aussi du coup notre vie personnelle et intime. Est-ce que ce serait souhaitable aussi d'aller vers ce modèle-là, à l'inverse? Non, mais moi je suis pas pour ça. Et effectivement, je ne glorifie aucun modèle en quelque sorte. Je pense que la France aurait eu les moyens de trouver sa propre voie. De toute façon, il faut partir du principe qu'il n'y aurait pas eu 0 mort. On aurait pu avoir moins de morts. Notamment, en réalité, si on n'avait pas fermé ces 110 000 lits, parce que c'est bien mignon de nous dire on va saturer des lits qu'on a fermés depuis 10 ans. Enfin, il y a une espèce c'est insupportable en fait comme argument. Puis les EHPAD. Et les EHPAD. La moitié des morts viennent des EHPAD. Et la moitié des morts viennent des EHPAD. Et notamment, on aurait travaillé sur le traitement. On aurait eu des technologies, je parlais des purificateurs d'air, ces rayons qui éliminent le virus, etc., dans les transports publics qui sont des lieux quand même. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, il paraît qu'on se contamine à la messe, mais pas dans le RER. Bon, moi, je crois plutôt l'inverse. Et donc, on aurait eu toutes ces technologies, etc. On aurait pu éviter des morts. On aurait fait confiance au médecin libéral pour un peu désengorger l'hôpital. On aurait pu éviter des morts. Donc, on aurait pu faire mieux. Je ne dis pas qu'on aurait fait parfaitement. Mais par contre, la solution qu'on a choisie, parce qu'on parle de restriction de liberté avec des applications, etc. Mais nous, on a non seulement
On a de plus en plus ça, parce que là, ils vont nous faire l'isolement contraignant, on parle d'amende, on parle de contrôle et ça. Donc finalement, on va y venir quand même. Mais en plus, nous, on nous met la restriction par excellence, c'est-à-dire le confinement. Vous restez chez vous et vous remplissez un petit bout de papier pour sortir 1 heure. On a les couvre-feux. Les gens vont découvrir qu'après le 15 décembre, il y a toujours les couvre-feux. Et même après le 20 janvier, Macron nous a dit qu'il sera décalé. Il ne sera pas terminé. On a les fermetures terribles de commerces, de restaurants qui mettent par terre une économie entière, des métiers, des familles, et qui en plus sont en France, font partie de notre art de vivre, de notre âme. Enfin, je veux dire, les brasseries en France, les cafés, mais pour nous, c'est tout. Enfin, c'est la France. Une fois de plus, je le précise, parce que sans aucune certitude scientifique. Parce que sur les restaurants, il n'y a aucune aujourd'hui étude qui atteste que ce soit un lieu plus contaminant qu'un autre. Je crois que la seule étude qui a été faite, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis en mars sur un fast-food, à un moment donné où il n'y avait pas non plus les protocoles sanitaires, alors que nos restaurateurs ont beaucoup investi et se sont beaucoup sacrifiés pour mettre en place ces protocoles extrêmement contraignants. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on est vraiment dans l'expérimentation et le doigt mouillé, si je puis dire. Ah ben, on est dans la saignée du Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le truc qu'on fait parce qu'on se dit c'est bien. Là, par exemple, cette vague là, d'octobre-novembre, le virus a diminué dans toute l'Europe, on regarde des zones en fait, climatiques, au même moment. Et il baisse là en ce moment drastiquement partout, tant mieux. Mais il a commencé à baisser au même moment et au même rythme dans tous les pays, quelle que soit leur stratégie. Il a baissé aussi aux Pays-Bas au même moment qu'en France, alors qu'ils n'ont pas fait de confinement ni de couvre-feu. Et donc, en fait, on se dit, mais tout ça, on l'a fait pour rien, si encore on l'a fait que pour rien. Mais bien sûr que c'est par ailleurs dévastateur, parce que c'est dévastateur économiquement, socialement, on le voit tout de suite. Et donc, derrière, sanitairement, parce qu'un pays qui s'appauvrit, c'est demain un pays qui va voir son espérance de vie baisser. C'est mécanique. Et donc, c'est des morts. Mais en plus de ça, il y a un effet sanitaire direct, c'est toutes les maladies qui ne sont plus diagnostiquées, qui ne sont plus traitées. On a vu la Ligue contre le cancer qui a tiré la sonnette d'alarme il y a 2-3 semaines en disant là, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui en ce moment ne sont pas traitées ou diagnostiquées comme elles devraient l'être en cette fin d'année. Mais comment fait-on ? C'est les pertes de chance. Si les hôpitaux sont saturés d'une part et qu'ils ne peuvent pas accueillir d'autres patients, tu vois ce que je veux dire ? Comment ? Parce que c'est ça la justification au final. Alors, déjà, donc on arrête de fermer des lits et on en ouvre. Malgré tout. On ouvre des lits, on réouvre des lits. Mais eux te diront, oui, mais pour former une équipe en réanimation, il faut des années, donc c'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue à chaque fois. Finalement. Alors, ça, moi, j'ai écouté Arnaud Chiche, qui a créé un collectif de médecins, et lui, il nous dit, mais attends, il y a des milliers d'infirmières, y compris les infirmières libérales, que si on met un peu de moyens, effectivement, il ne faut pas leur donner 3 centimes. Il faut mettre un peu de moyens. Elles ne demandent pas non plus un pont d'or, mais elles demandent d'être rémunérées à leur juste mérite et selon le risque qu'elles prennent, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, elles seront prêtes et on pourra les mobiliser. Il y a des jeunes retraités. Attendez, quelqu'un qui est parti, qui était infirmière il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, la réserve sanitaire, un peu ce qu'on pourrait appeler. Exactement, on peut les mobiliser. Et puis, de toute façon, gouverner, c'est prévoir. Moi, je supporte plus. C'est la même chose dans le domaine migratoire. À chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive ou 300 personnes qui arrivent, on nous dit oui, mais là, comment on les gère là maintenant ? Non, mais attendez, moi, ça fait 10 ans que je vous dis qu'il faut arrêter d'en accueillir autant. Je ferme la parenthèse migratoire, mais c'est pour montrer que c'est la même problématique. On nous fait ce chantage de l'immédiateté, mais je suis désolé, ça fait des années qu'ils n'ont pas vu les manifestations de soignants sous leurs fenêtres. Au lieu de leur envoyer du gaz lacrymogène, ils auraient mieux fait de les recevoir et de les écouter et de suivre leurs recommandations. Elles connaissent le problème. Les infirmières qui ont manifesté, les médecins, les ambulanciers, etc. Ils savent qu'il y a une pénurie, qu'il y a un problème. En plus, un problème d'organisation. Donc, il faut réorganiser tout ça. Et là où il faut mettre des moyens, il faut les mettre. Et donc, on arrêtera de nous dire, on choisit soit on traite le cancer, soit on traite le Covid, parce qu'on sera un pays développé et qu'on aura, en Corée du Sud, on a oublié un paramètre dans l'équation, mais je crois qu'ils ont 2 fois plus de lits par habitant que nous. Mais c'est comme l'Allemagne, hein. C'est comme ça. En réa. En réa, oui. Et en Allemagne aussi. Et l'Allemagne a quand même s'en est senti beaucoup mieux en termes de mortalité que nous, sans avoir jamais fait de confinement. En Allemagne, il n'y a pas de confinement. Il y a des mensonges qui sont dits là-dessus. Il n'y a jamais eu de confinement. Il y a des mesures de fermeture plutôt des restaurants, etc. Mais il n'y a jamais eu de confinement à la française. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, ils ont des résultats bien meilleurs. Et ils ont une densité plus importante, parce que ça, j'entends parfois, oui, mais vous dites que la Suède, c'est meilleur, mais la densité en Suède est inférieure à la densité française, c'est vrai. Oui, mais la densité allemande est supérieure à la densité française, et ils ont moins de morts, et la densité coréenne, j'en parle même pas. Elle est très importante, et ils ont beaucoup moins de morts que nous. Donc ça, c'est pas un argument. Donc je veux dire, en fait, arrêtons d'être un pays du tiers-monde, et arrêtons d'être un pays obscurantiste.
On n'a même plus le droit de débattre de l'efficacité de ce confinement, de ce couvre-feu, de ces effets collatéraux terribles. Ça n'est pas interrogé. Moi, quand j'en parle, on me regarde avec des yeux, j'ai l'impression de faire un crime de lèse-majesté, quoi, de blasphémer. Il y a la religion obscurantiste de cette pseudo-science du confinement. J'ai des confinementolâtres en face de moi. Aujourd'hui, généralement, en même temps, ce sont les mêmes, ils sont vaccinolâtres aujourd'hui. Ils adorent, ils veulent piquer tout le monde et que tout le monde reste à la maison. Ça, et puis un masque. Alors, et puis, pour papy et mamie, on coupe un bout de bûche. Et pour Noël, ils vont le manger hop, à la cuisine, papy et mamie. Ben moi, c'est pas l'avenir que je veux. Voilà. C'est pas l'avenir que je veux. Et j'aimerais qu'on reprenne un peu. Si au moins on était dans un pays où on avait évité 95% des morts, bon, je dirais que vous aviez raison. Non, je suis désolé. En plus, nos résultats sont catastrophiques, épouvantables. Pour soi-disant un pays qui était encore au début des années 2000 considéré comme ayant le meilleur système de santé du monde par l'OMS, c'est dramatique, quoi. Donc non, ça, j'accepte pas. Et en plus, vous n'avez aucune efficacité dans ce que vous faites. Donc, on devrait être des millions à se lever sur ce sujet-là. On devrait être très nombreux parce qu'ils nous traitent très mal. C'est une insulte à l'intelligence, cette affaire. Oui, alors, et d'ailleurs, sur les solutions alternatives, je rebondis un peu parce que pour le coup, au Royaume-Uni, il y a un débat qui est aussi assez intéressant qui est porté par quelqu'un qui doit être cher, et à moi aussi d'ailleurs, un certain Nigel Farage qui a été le héros du Brexit, si je puis dire, qui a transformé d'ailleurs son parti Brexit, pro-Brexit en parti anti-lockdown, donc anti-confinement, en s'appuyant sur une déclaration de plusieurs centaines de médecins reconnus d'ailleurs, qui s'appelle Great Barrington. Et eux, ils proposent deux choses. Ils disent qu'en fait, il ne faut pas faire un confinement généralisé, mais ce qu'ils appellent une protection ciblée. Ça veut dire faire une campagne de prévention et d'information auprès des personnes à risque. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, à la limite en mars, on va dire qu'on avait un peu l'excuse d'eux. Aujourd'hui, on sait qui sont les personnes à risque qui peuvent développer des cas graves, donc les personnes âgées, les personnes avec comorbidité. Donc ça demande une organisation, bien évidemment, pour leur apporter éventuellement de la nourriture, de l'accompagnement, voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et le fait de tabler aussi sur l'immunité collective, qui aujourd'hui, pareil, est un débat qu'on ne peut pas avoir. Ça veut dire que manifestement, c'est une maladie dont on nous dit qu'on peut faire un vaccin, donc on peut nous immuniser à travers un vaccin, parce qu'un vaccin, c'est une immunité, malgré vous, tout en nous disant, oui, mais l'immunité collective naturelle, n'y pensez même pas. Ça n'existe pas, on ne sait pas combien de temps immuniser si on est immunisé. Enfin, c'est quelque chose complètement aberrant. Je ne sais pas si toi tu as regardé cette déclaration, mais est-ce que ça te paraît éventuellement une alternative intéressante pour le coup? Moi, dans mon triptyque ou les quelques éléments de grands axes de solutions que je préconise, il y a effectivement de cibler les personnes vulnérables puisqu'on les connaît maintenant. On connaît les profils vulnérables. On sait que notamment l'obésité, le surpoids est un facteur très déterminant, très très déterminant. Et là, à la limite, quel que soit l'âge. C'est pour ça que parfois on nous dit qu'il y a des jeunes ou des gens en tout cas qui ont 30, 40, 45 ans en réa, mais très souvent des gens qui sont en surpoids important. Après évidemment il y a la vieillesse au-delà de 80 ans, 85 ans, et puis il y a les maladies qu'on imagine, cardiovasculaires, etc., le diabète, toutes les comorbidités, on connaît maintenant. Donc effectivement c'est sur ces personnes-là qu'il faut cibler. Et je rajoute d'ailleurs sur ce que tu disais sur le vaccin, on a même entendu ces derniers jours que malgré le vaccin, on pourrait quand même être contagieux. Moi j'ai entendu ça, si tu veux. Donc je pense que on est dans un truc sans fin en fait. Oui, mais j'allais y venir justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on a basculé dans le fameux nouveau monde? Et est-ce que ce nouveau monde finalement, c'est dans les valeurs de la République, maintenant on va avoir le principe de précaution? Et c'est l'espèce d'hygiénisme. En fait, moi, ce qui me terrifie dans cette crise, c'est pour ça que je suis assez sensible à ce que tu dis, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'en sortira plus. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a concédé au gouvernement des restrictions absolument délirantes de nos libertés, qu'on est tombé dans le principe de précaution absolue en toutes circonstances, qu'on met des masques à des gamins de 6 ans, alors qu'on sait très bien que c'est complètement débile et tout, je me dis, est-ce que finalement on arrivera à ça? Est-ce que pour toi, il n'y a pas un basculement quasi anthropologique, philosophique, tu vois? Je pense que le monde d'après, comme ils l'appellent, ça ne sera jamais le retour dans leur esprit à la normalité, ce qu'on a connu. Pour une raison simple, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans leur raisonnement, comment en sortir? Alors soit le Covid est encore là, il y a une énième vague qui arrive, on refera toujours les mêmes solutions, toujours les mêmes choses, les mêmes restrictions. Mais ensuite, comment même sortir de ce piège? Par exemple, les années où il y a une grippe un peu plus intense, un peu plus meurtrière que les autres. On va nous préconiser la même chose. Un mort de la grippe ne vaut pas moins qu'un mort du Covid. Comment sortir de cette affaire, par exemple, de masques? On n'en sortira jamais. En tout cas, si on se bat pas, si on ne fait pas entendre raison à tout le monde.
J'en veux pour preuve ce qu'a dit tout simplement Véran. Véran, dans le Parisien ce week-end, dit « Après le vaccin, qui nous était présenté comme la solution miracle il y a encore 3 mois, ça ne l'est plus aujourd'hui. Non, après le vaccin, il faudra conserver la distanciation sociale. Dieu que ce mot est affreux. Là, il nie toute humanité. Nous sommes des êtres sociaux. Et on devra conserver les gestes barrières, autre mot affreux, barrière. Et on devra conserver le masque. Et en fait, il ne fait que copier ce que disait Fauci, qui est l'épidémiologiste en chef aux États-Unis, très anti-Trump d'ailleurs, qui, lui, a dit le 24 octobre dernier la même chose. C'est-à-dire qu'après le vaccin, il faudra conserver le masque et la distanciation sociale. Donc en fait, on n'en sortira jamais. Et puis un truc extrêmement pervers que j'imagine tu as vu aussi, qui est cette espèce de, de reproche de culpabilisation. Ça veut dire que si tu résistes, si tu émets des doutes, si tu veux continuer de vivre normalement, tu es irresponsable, tu es complotiste évidemment, tu as sûrement un santon Didier Raoult dans ta crèche, mais surtout tu es en fait un mauvais citoyen. Tu es l'homme qui fait passer tes droits pour un droit de contaminé. Tu es celui qui ne se soucie pas finalement des grands-parents de ton meilleur ami. Enfin, c'est quelque chose quand même, c'est une logique dont on aura beaucoup de mal, comme tu as raison, à sortir, parce que finalement on va sur le terrain quasiment de la morale et on tétanise les gens dans leur réaction. Et ça, je trouve que c'est un processus extrêmement pervers. Oui, ça c'est vraiment de la manipulation par la culpabilisation. Ça, c'est Dupond-Moretti. La liberté n'est pas la liberté de contaminer. Moi, j'avais fait un tweet là-dessus en disant, avec ce genre de phrase, je crois qu'il a dit ça il y a un mois, je ne sais plus dans quel contexte, mais peu importe. Avec ce genre de phrase, on peut tout vous justifier. Tout. C'est simple. La fameuse ministre espagnole, là, qui début juillet disait « Le droit de manifester n'est pas le droit d'infecter ». Que c'est pervers comme genre de phrase, que c'est affreux. La culpabilisation, c'est effectivement ces clips gouvernementaux. Quand on est proche, on ne s'approche pas trop. Moi, ça me tympanise dans les oreilles tous les matins. J'allume la radio, j'entends cette phrase là depuis des mois. Quand on est proche, on ne s'approche pas trop. Cette musique lancinante, effrayante en fait, déshumanisante, vraiment. Et puis, ces clips où on voit que si vous faites un bisou à mamie, vous mettez mamie en réanimation. Je n'ai plus les mots, moi, au bout d'un moment, sur tout ça, et je n'ai plus les mots sur le fait qu'il n'y ait pas plus quand même de monde qui se réveille. Parce que honnêtement, si on y réfléchit, et moi, à chaque fois que j'ai posé la question dans des débats, notamment à la télé, j'ai dit, mais jusqu'à quand ça va s'arrêter quand? Et qu'est-ce qui fera qu'à un moment, vous nous direz, on arrête de fermer en permanence, fermer, rouvrir, etc., nos commerces, nos restaurants, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun? Quand est-ce qu'on arrête le masque? Quand est-ce qu'on arrête de nous dire il faut la distanciation physique, de mettre des ronds par terre dans la gare, etc. Quand est-ce qu'on peut retrouver même une vie politique, une vie démocratique? Moi, je suis désolé, je veux faire une manif, je suis obligé d'attaquer devant les tribunaux administratifs, en référer les arrêtés d'interdiction des préfets, parce que c'est très compliqué de manifester. On ne peut plus faire de meeting, parce que dans les salles, il faut respecter la distanciation sociale, etc. Même la vie démocratique est très amputée et très empêchée. Et puis bon courage à ceux qui sont en train de chercher leurs 500 signatures au passage. Non, mais c'est un vrai, pour ceux qui veulent être candidats à la présidentielle, il y a des vrais problèmes qui se posent derrière quand même sur la démocratie. Et ça, on n'en parle jamais. C'est pas dans le débat. Quand est-ce qu'on revient, quand est-ce qu'on sort de ça? Dans leur manière de penser, en fait, on revient jamais. Alors c'est vrai que ça peut être pratique pour un gouvernement d'avoir une population qui est à moitié confinée, à moitié en couvre-feu tout le temps, qui est bien gentille derrière son masque. Alors là, si je dis ça, on va me dire complotisme. Non, je suis désolé, c'est de la politique. Voilà. Un gouvernement, quand vous ne mettez pas un holà, il maximise son pouvoir. Et il empiète sur vos libertés individuelles, vos libertés familiales, vos libertés publiques. Surtout si à la base, c'est des gens pas très structurés, et pas très amoureux, on va dire, de leur pays, à mon sens. Ça, c'est une opinion politique personnelle, comme nous les avons actuellement. Mais s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas de mobilisation populaire pour leur dire, attendez, et médiatique par exemple, pour leur dire, mais attendez, ou des voix savantes, des voix qui font autorité pour dire, mais ça, vous n'avez pas le droit. Ça, vous n'avez pas le droit de nous dire combien on doit être autour de la table à Noël. Vous n'avez pas le droit de me dire comment je me comporte avec ma grand-mère. Ça ne vous regarde pas. Je suis un adulte responsable. S'il n'y a personne pour leur dire ça, ils prendront le pouvoir. Ils le prendront. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'au-delà de la question sanitaire, hospitalière, est-ce que finalement cette crise, elle pose pas
une question institutionnelle. Parce que déjà, on nous a toujours dit que la Ve République était particulièrement efficace en temps de crise. Bon, on voit bien que ça a ses limites. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'hyper-bureaucratisation, centralisation, un effacement complet du Parlement et tout. Mais tu parles de contre-pouvoir. Est-ce que finalement... Et on voit bien d'ailleurs ce qui est intéressant par exemple en Allemagne, dans un pays qui est un pays fédéral, c'est que le pouvoir central est malgré tout, et c'est vrai d'ailleurs aussi aux États-Unis, toujours obligé de composer avec les pouvoirs locaux, avec les pouvoirs régionaux. Donc il y a une obligation de travailler dans une forme de consensus. Voilà, il y a une négociation. Le pouvoir central impose pas tout ce qu'il veut et encore moins tous ses délires comme ça dans un claquement de doigts. Est-ce que finalement, il n'y a pas une remise en cause d'une certaine manière des institutions de la Ve République, avec cette espèce de surpouvoir de l'exécutif qui finalement, on le voit bien, peut faire ce qu'il veut, des choses les plus délirantes, sans que le Parlement n'ait les moyens véritablement d'exister, on voit bien que ce n'est pas le cas, et sans qu'il y ait de véritables contre-pouvoirs, à part peut-être, et Dieu sait que je ne suis pas une fan du Conseil d'État, mais malgré tout, le Conseil d'État qui, à certains moments, a pu être quand même le garant d'un certain nombre de libertés, voilà. Je dirais bien timidement. Il a été un peu récemment là sur les messes, effectivement, mais bon, il n'a pas. Je trouve que le juge des libertés n'a pas été, qui est le juge administratif normalement, n'a pas été très glorieux quand même dans cette affaire, même si je suis d'accord. Vaut mieux un Conseil d'État aujourd'hui que l'Assemblée nationale qui ne sert strictement à rien. Alors d'abord sur les comparaisons de pays, je ne sais pas si c'est opérationnel parce que par exemple l'Espagne avec ces régions très autonomes, ces Generalitat, la Catalogne, etc., finalement est dans le même délire. L'Italie, qui est plus décentralisée, plus régionalisée que la France, aussi a été dans le même délire et dans le même délire. Même la Belgique, qui est devenue un pays fédéral, est dans... Donc je ne suis pas certain. Effectivement, l'Allemagne, par contre, c'est un contre-exemple, c'est différent. Donc je pense que ça tient beaucoup à nos caractères nationaux. Moi, je dirais que malheureusement, je pense là aussi qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est à nous d'arrêter d'élire des gens comme ça, en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, on en revient quand même à ce problème-là. C'est-à-dire que Macron n'est pas De Gaulle. Voilà. Et quand on a dit ça, on a tout dit. J'ai envie de dire, à nous aussi d'être capables de mettre des gens ayant pour le coup moins de conflits d'intérêts, moins de liens d'intérêts, plus visiblement attachés à l'intérêt national de la France. Et à nous de le faire. Après, institutionnellement, ceci dit, je pense qu'il y a quand même quelques réformes à faire. Je pense qu'il faudrait plus de proportionnel. En fait, si on souffre notamment d'un Parlement croupion, c'est parce que il y a beaucoup des courants entiers de la population française, ils ne sont pas ou très peu représentés. Et donc, en fait, on n'a pas les voix qu'on devrait avoir. Où on les a tellement étouffées que même si certains certains peu représentés officiellement, alors que la proportionnelle leur donnerait plus de représentation, finalement, ne se font pas entendre quand même. Il ne faut pas non plus tout attendre de l'opposition. Mais donc je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le référendum d'initiative citoyenne. Moi, je crois beaucoup à cela. Parce que si on avait la possibilité de la part des citoyens de se saisir de sujets et d'imposer dans l'agenda législatif en France des lois et des mesures, alors même préventivement, en fait, les gouvernements seraient obligés de se comporter différemment. Voilà. Après, ça, c'est quelques mesures institutionnelles. J'en vois pas beaucoup d'autres. Je ne pense pas que la décentralisation soit très adaptée, très poussée, en tout cas la régionalisation, etc., l'autonomisation. Je pense que c'est pas le modèle français. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça changerait grand-chose, parce que moi j'ai vu des présidents de conseil régional extrêmement confinementolâtres aussi, et qui rentraient dans le même moule. Oui, même si, ouais. Mais je pense que ça tient quand même à la qualité du personnel politique qu'on a, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas tourner autour du pot. Quand on a des gens de médiocre qualité ou qui ne sont pas libres, on ne les sent pas libres, on les sent dans un plan de carrière ou pas très attachés, ayant pas à cœur le caractère sacré de leur mission. Parce que pour moi, être ministre, c'est sacré, c'est être un serviteur de la France. On ne sent pas ça. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent des mesures mirobolantes, quoi. Alors, j'aurais plein de choses à dire, mais malheureusement, je vois que l'heure tourne, donc on va passer rapidement. On a fait 1 heure. Je vais proposer aux gens qui nous regardent, s'ils le souhaitent, de poser des questions. Et en attendant qu'ils posent leurs questions, je t'en poserai une petite dernière pour laisser le temps aux questions de s'afficher. On fera à peu près 20-30 minutes de questions maximum. Je préviens, on ne répondra aux questions. Enfin, tu ne répondras aux questions. Pardon, je tire la couverture sur moi. Tu répondras aux questions. Non, mais c'est toi l'invité. Mais tu ne répondras donc aux questions qui sont liées
au sujet de cette conférence. Donc la question de la crise sanitaire, je ne sais pas s'il y aura des questions sur d'autres sujets, mais je préfère prévenir les gens qui nous regardent. Donc s'il vous plaît, posez des questions sur le sujet de la conférence, donc la question de la crise du Covid-19 au sens large. On peut aller aussi sur les libertés publiques, bien sûr, mais voilà. Donc je vous invite donc à poser vos questions en commentaire. On va en choisir un certain nombre pour y répondre dans le temps imparti. Et d'ici là, le temps que les questions apparaissent, une dernière question. Je ne vais pas sur le plan de relance européen qui est bloqué aujourd'hui par la Hongrie, je vais parler du plan de relance français, mais moi ce qui m'interpelle, si tu veux, sur ce plan de relance, c'est que faire de la dette, moi je veux pas là-dessus, je n'ai pas de blocage absolu sur le fait de faire de la dette quand cette dette est faite pour de l'investissement, quand elle va évidemment sur du structurel, de l'infrastructure, de la recherche, de l'éducation, bref, tous les secteurs d'avenir qui te disent, bon, au moins tu investis. Là, on a le sentiment qu'on déverse et on fait des chèques à tire-larigot, surtout, et c'est toujours vrai dans la politique sociale, et que malheureusement, ce n'est pas de la dette d'investissement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce plan de relance, puisque, soi-disant, le mot d'ordre de ce plan de relance, ça a été résilience, indépendance, souveraineté, secteur stratégique. Est-ce que tu trouves qu'il répond à cela ? Est-ce que les secteurs sont bien identifiés ? Est-ce que les montants sont satisfaisants ? Ou est-ce que, finalement, on est complètement à côté de la plaque ? Déjà, pour l'instant, il est à 40% virtuel, parce qu'il y a 40 milliards sur les 100 qu'on doit avoir du plan de relance européen, qui est en carafe, et tant mieux, grâce à la Hongrie et la Pologne, parce que ce n'est pas 40 milliards de cadeaux pour la France, on s'engage à 80 milliards d'euros là-dessus, mais ça n'empêche qu'on a mis dans notre équation 40 milliards qui venaient de ce plan de relance, donc on n'en a que 60. Bon, donc ça, premier sujet, donc ça commence à faire un peu faible. Et puis deuxièmement, si vraiment l'enjeu c'est la relocalisation, ce que tous les discours de Macron au mois de mars, quand il visitait une usine de masques à Angers, il nous avait dit on va rapatrier les activités, etc. Il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien d'abord parce que ça supposerait des vraies remises en cause de choix européens pour le coup, c'est-à-dire le libre-échange par rapport au protectionnisme. Et la politique commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc ça, il faudrait... Or, l'Union européenne continue de signer des traités de libre-échange. Elle l'a même fait pendant la crise sanitaire avec le Vietnam, avec le Mexique, etc. Donc je ne vois pas comment on peut relocaliser de la production quand en même temps on fait tout pour importer davantage grâce au traité de libre-échange. Là, il y a une contradiction majeure, une hypocrisie majeure. Deuxièmement, il y a le problème de l'euro. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici, mais c'est un sujet... J'y tiens beaucoup parce que c'est un facteur majeur de désindustrialisation de la France. Et puis troisièmement, moi j'aurais mis le paquet par exemple sur un secteur, la défense nationale, ce que font les Britanniques. Parce que c'est un secteur... Alors d'abord c'est bien parce que dans un monde incertain... Français, en plus. Exactement. D'abord il le faut pour des raisons régaliennes, il faut avoir une armée, une défense nationale au niveau parce que le monde est incertain. Or notre appareil militaire il est quand même sur le fil. Et puis deuxièmement, c'est 1 euro investi dans l'industrie de défense, c'est le meilleur euro investi en termes d'emploi et de création de brevets, d'intelligence, de nouvelles technologies, et c'est de l'emploi français, pas délocalisable. Et c'est le seul secteur quasiment dans lequel on ne met pas un centime. La ministre Florence Parly a dit, nous, notre plan de relance, c'est notre loi de programmation militaire. Donc il n'y a pas de plan de relance puisque la loi de programmation militaire elle a été prévue avant. Donc ça je ne comprends pas. Alors que les Anglais vont mettre 16 milliards je crois en 4 ans il faudrait vérifier les chiffres, mais je crois que c'est dans cet ordre-là, d'euros ou de livres, dans leur défense nationale. Et ils ont bien raison, c'est un super investissement. Oui, parce que je te précise là-dessus, je rebondis pour compléter, mais parce qu'en fait ce qu'on oublie de dire, c'est quand on déverse de l'argent public dans un système ouvert, tel que ça a été fait d'ailleurs en partie en 2008, en réalité on finance de l'importation. Et on finance de l'emploi extérieur. Alors que l'intérêt de la défense, c'est que la plupart justement des sociétés, y compris des petites sociétés qui travaillent avec les grosses, sont des sociétés françaises. Tout à fait. Et encore faudrait-il les protéger, par exemple nos PME Télédine, etc., de génie militaire français, génie technologique, qui sont dans cet écosystème de défense nationale française. Beaucoup sont rachetés en ce moment et Macron ne bouge pas le petit doigt, quoi. Elles sont rachetées par les sociétés américaines notamment, et on ne bouge pas le petit doigt. Moi, ça me met hors de moi, et là aussi, je pense que c'est une vraie faute, une vraie faute industrielle et une vraie faute contre l'indépendance nationale. Oui, puis au-delà de la question de la macroéconomie, il y a la question de la microéconomie, mais là, on n'a plus le temps d'en parler. Alors, une première question. La santé n'est pas de la compétence de l'UE, pour autant et paradoxalement, parce qu'elle pouvait trouver là une justification. Ne pensez-vous pas que sur ce sujet de crise pandémique, et non de la santé au sens large, qui ne connaît pas de frontières, il y a là matière à donner une raison d'être à l'Europe de la coopération, une coordination, il parle vraiment de la crise, pas de la santé au général, une coordination sur la détection, prévention des risques et la recherche des réponses opérationnelles adaptées, accueil des malades, équipements médicaux, transfert de savoir-faire, recherche vaccinale, etc.
Je vais faire la réponse que je ferai traditionnellement sur ce genre de sujet. Quand il y a un sujet mondial, une crise mondiale, il faut de la coopération évidemment internationale, ce qui suppose qu'on va coopérer avec les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les Belges, les Italiens, tout le monde. Mais il faut une coopération, j'ai envie de dire, pourquoi simplement dans le cadre de l'Union européenne? Il faut une coopération mondiale. On est dans un domaine, mais c'est un peu comme le terrorisme. C'est-à-dire pourquoi on coopérerait avec l'Allemagne sur le terrorisme et pas avec la Russie? Il me semble que la Russie a plus d'informations, en fait, et plus stratégique souvent. Donc, ça serait un peu restrictif et un peu contre-productif de se limiter à l'Europe. C'est un sujet sur lequel il faut une coopération, évidemment, mais il faut une coopération mondiale. Et je rappelle, par exemple, que la France a des territoires d'outre-mer, par exemple la Guyane. La Guyane, c'est intéressant parce que c'est une autre saisonnalité du virus. Le Brésil qui est à côté, qui est frontalier, etc. C'est intéressant de savoir un peu ce qui s'y passe et de travailler avec le Brésil, par exemple, sur le sujet. Ah oui, mais c'est le méchant Bolsonaro, donc on ne travaille pas avec lui. Ah bah d'accord, donc on perd de l'information. Non mais, donc je pense que là-dessus, il ne faut pas, comme sur tellement de sujets, industriels, culturels, scientifiques, il ne faut pas se limiter à l'Union européenne, qui à mon avis est trop petite aujourd'hui dans le monde. C'est une coopération internationale sans qu'on ait besoin de transférer notre souveraineté nationale, mais elle doit se faire et sûrement mieux que maintenant, sûrement mieux qu'elle ne se fait aujourd'hui. J'en profite juste pour faire un petit coup de publicité, mais nous faisons un rassemblement pour ceux qui sont d'accord avec cette analyse sur les restrictions sanitaires ce samedi 5 décembre devant le ministère de la Santé, place Pierre Laroque à Paris, à 14h30. Donc les gens peuvent venir nombreux. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous reconnaître une action positive du gouvernement concernant la gestion de crise du Covid? D'avoir mis dehors Sibeth Ndiaye. Je pense que c'était une bonne décision. Je pense que c'était une excellente décision. Vous ne pouvez pas prendre une meilleure décision. Alors, le véritable remède contre ce virus, n'est-ce finalement pas le souverainisme dans tous les domaines, en particulier dans la santé? Ça, c'est une question pour te faire plaisir, je pense. L'Europe technocratique et nos élites n'ont fait que dépecer nos industries stratégiques en faisant produire des médicaments vitaux en Chine ou des masques chirurgicaux qui se seraient retrouvés au moment de la crise bien moins chers s'ils avaient été produits en France. Cadeau. Il me faudrait une petite coupelle de petit lait que j'en boive un coup. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Je suis totalement d'accord et évidemment... c'est une crise de souveraineté que nous avons traversée. On ne maîtrise pas nos frontières. Ce qu'il fallait faire. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. La Corée du Sud a fermé ses frontières. Non, mais c'était presque l'essentiel. Toi et moi, on n'est pas parlé des frontières. Donc, on n'est pas parlé des frontières. Non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Non, mais c'était le point numéro 1 de la stratégie. Il fallait fermer tout de suite les frontières. Et ça, nous, non, comme Macron considère que c'est Mme Merkel qui gère ses frontières, évidemment, comme elle gère ses stations de ski, c'était compliqué. Mais voilà, donc non, mais souveraineté industrielle, on le sait bien, souveraineté du médicament, on l'a dit. Maintenant, il faut agir, et pour agir, je suis désolé, on n'agit pas sans souveraineté nationale. Est-ce que l'élection américaine peut être un facteur d'évolution ou de sortie de cette crise sanitaire mondiale selon vous? En gros, est-ce que Biden va nous sauver de cette crise? Biden, il va surtout confiner les Américains, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça aura d'énormes répercussions pour nous, si ce n'est que je suis pas hyper rassuré quand je vois la première puissance mondiale, parce que ça reste le cas, dirigée par quelqu'un qui est infiniment plus proche des lobbies pharmaceutiques et de toute cette oligarchie qui est en couverture de mon livre, que son concurrent Trump, qui est plutôt détesté par cette même oligarchie, ce que je trouve toujours plutôt bon signe, plutôt positif. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'il vaut mieux avoir un Trump qu'un Biden, sans idéaliser Trump, mais je pense qu'il vaut mieux un Trump qu'un Biden. Et je ne souhaite pas aux Américains de rentrer dans les stratégies de confinement. Je pense que c'est pas... Et de masque pour l'éternité, parce qu'on sait qu'aussi c'est plutôt ça là-bas. Le masque pour l'éternité, c'est plutôt Biden. Donc je ne leur souhaite pas. Oui. Alors j'ai une question sur le vaccin, mais je pense que tu as déjà répondu dans l'échange sur est-ce que tu penses que le vaccin est une solution? Mais manifestement pas, de ce que je... C'est-à-dire que là, actuellement, moi, je suis pas spécialiste pour dire est-ce qu'il faut un vaccin, quelle est la stratégie vaccinale. Mais là, en tout cas, 8 mois après le déclenchement d'une maladie, nous dire qu'on a déjà un vaccin qui peut être commercialisé, qu'on peut vous piquer avec, etc., je trouve ça éminemment inquiétant. Voilà. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup de professeurs, je les ai cités tout à l'heure. Tu vas être accusé d'être un anti-vaccin. Oui, mais enfin bon... Non, mais alors à ce moment-là, il faut expliquer au professeur Combe qu'il l'est aussi.
Et pourtant, comme, encore une fois, je n'ai pas choisi Raoult exprès, hein. Comme il adore le confinement, etc. Donc j'ai pris quelqu'un qui était plutôt de l'autre côté. Comme on dit, c'est les alarmistes. Alors que moi, je suis un méchant rassuriste. Donc j'ai choisi un alarmiste. J'ai cité aussi Catherine Hill, hein, avec qui j'ai eu des débats assez enflammés. Donc on n'est pas d'accord sur plein de sujets. Et pourtant, elle a dit la même chose que moi sur les vaccins. Donc honnêtement, là, il faut quand même aussi revenir un petit peu à la raison. Est-ce que tu attends quelque chose de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale qui dénonce un pilotage défaillant de la crise? Qu'attends-tu de son bilan à venir? Est-ce que tu penses que l'Assemblée va se réveiller? C'est un peu ça la question finalement. Bah, j'ai vu, là, il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui sur la commission d'enquête. Il y a des propositions. Il y a quelques propositions intéressantes de ce que j'ai vu. Par exemple, mailler le territoire d'un réseau d'IHU, sur le modèle de celui de Marseille, évidemment. Raoult prône depuis des mois, même des années, en fait. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est que l'IHU parce que Bah, alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'IHU, mais il y a en tout cas un centre dans lequel on met des ressources, on met des moyens, on met des compétences, des expertises au même endroit, qui dépend en fait du CHU, hein. L'IHU est intégré au CHU, qui s'appelle l'IHU Méditerranée Infectiologie à Marseille, qui est donc très bon. C'est une espèce de centre d'expertise en fait, qui peut tout faire sur une épidémie quand elle arrive. Et Raoult dit depuis des années, mais c'est vrai que lui, on le connaît depuis moins d'un an, mais en fait, il est dans son secteur très connu depuis très longtemps, et ça fait des années qu'il dit il faut 7 ou 8 grands IHU en France pour mailler tout le territoire national, parce que c'est le modèle d'avenir, et c'est ce qui est adapté quand une épidémie arrive. Et là, j'ai vu qu'il l'avait repris, je crois, sa proposition numéro 15, dans le rapport de la commission d'enquête. Après, j'ai regardé pas mal d'auditions, aussi bien Sénat que Assemblée nationale. J'ai trouvé qu'ils étaient mal préparés, ils ne connaissaient pas leur sujet. Pour la plupart, pas tous, certains étaient bien, mais pour la plupart, les parlementaires n'avaient pas bossé et posaient des questions à côté de la plaque et non pas quand Raoult va à l'Assemblée nationale fin juin et dit enquêter sur Gilead, il le dit publiquement, sous serment à l'Assemblée nationale, derrière, il n'y a jamais eu la moindre question sur Gilead. Jamais. Or, il avait raison, puisqu'on a vu entre-temps le scandale du Remdesivir. Et ils n'ont pas creusé. Ils n'ont pas creusé le sujet. Donc elle a été globalement, mais je m'y attendais, plutôt extrêmement décevante, cette commission d'enquête. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir 2-3 propositions intéressantes, je ne dis pas. Mais ce n'est pas de ça qu'il faut attendre une révolution. Et est-ce que l'Assemblée va se réveiller? Non. Non. Je vois pourquoi les... pas très rassuriste. Non, je vois pas pourquoi les 300 Playmobil macronistes se réveilleraient d'un coup. Quel est le meilleur pays européen aujourd'hui en termes de stratégie défense réelle des intérêts nationaux selon toi? Bon, c'est une question un peu large. Vague, hein. Oula, ouais, c'est un peu large. Ouais, non, je pensais qu'il parlait de la crise sanitaire, mais écoute, après, ce sont des questions qui n'ont pas de lien nécessairement avec le souverainisme nous aurait-il permis de mieux gérer la crise? Bon, tu as répondu tout à l'heure, à moins que tu aies précisé des choses. Est-ce que le sacrifice des petits commerces et des petites PME ne serait pas l'aboutissement naturel et voulu de la logique économique de Macron? Alors, bon. Non, mais là, tout de suite, on dit complotisme. Non, mais ceci dit, il y a une vraie question. Je pense, moi j'ai entendu l'autre jour, je l'ai même tweeté en direct tellement ça m'a choqué, Agnès Pannier-Runacher, je crois que c'est ça, qui est ministre déléguée à l'industrie, enfin, en tout cas dans le domaine de l'économie, sous l'autorité de Bruno Le Maire, qui était interviewée en matinale sur France Info cette semaine, ou la semaine dernière, et elle disait avec une légèreté incroyable, le journaliste lui dit, est-ce que les restaurants vont ouvrir après le 20 janvier? Et elle répond, peut-être ou peut-être pas. Alors j'ai tweeté tellement ça m'a agacé, mais je me suis dit, elle se rend compte qu'elle parle de la vie de centaines de milliers de professionnels, de passionnés de leur métier, de familles derrière, des sous-traitants, et puis nos vies aussi. Enfin, c'est aussi notre pays, nos restos, on les aime, notre gastronomie. Et elle a dit ça avec une telle légèreté, un tel détachement, que je me suis dit, mais en fait, ils s'en fichent, quoi. C'est déjà acquis dans l'équation qu'il y en a un tiers qui va fermer. Pareil pour les petits commerces peut-être un peu moins, enfin, en tout cas pas mal, il y en a déjà qui ont fermé. Parce que ça sera remplacé par des chaînes, des fast-food, et puis le commerce par la vente en ligne, les GAFAM, etc. Et pour eux, c'est juste une substitution. Et en fait, ils raisonnent tellement en facteur X économique remplace facteur Y, c'est tellement désincarné, ils sont tellement pas en plus dans ce qu'est la France. La France, c'est pas les grands entrepôts d'Amazon, ça peut exister. Mais c'est aussi un réseau de petits commerces et que les gens aiment, qui font vivre des villes et des villes moyennes. Alors les restaurants, les brasseries, les bars, les cafés, j'en parle même pas, les discothèques qu'on oublie souvent, les forains. Moi, il y a des forains qui m'écrivent, ça fait partie. La France, c'est pas que les grands parcs d'attractions, c'est pas que Disney, c'est aussi les fêtes foraines.
hein, ce qu'on appelle dans le Nord les Ducas, les Kirbes dans l'Est, etc. Eh ben non, tout ça, ça passe par pertes et profits, parce que comment ils vont se relever, ces gens-là? C'est pas les petits dispositifs d'aide, etc. C'est pas à haut niveau, on le sait bien. Donc, j'ai l'impression que pour eux, c'est déjà acquis. Voilà, ils ont acquis, voilà, ils ont anticipé. Il y a un tiers qui partira, ça sera remplacé par de la chaîne américaine du fast-food et par Amazon. Et puis tant pis. Oui, non, mais c'est vrai que tu entends la petite musique qu'on pourrait entendre en résonance un peu avec le fameux Great Reset voilà, du forum Oui, de mais Davos. C'est de dire en fait, et c'est d'ailleurs un petit peu aussi la petite musique qui, moi pour le coup personnellement, me semble un peu farfelu parce que je pense qu'il y a des effets d'aubaine, mais je crois pas forcément qu'il y a un projet pensé, si tu veux, organisé dans des couloirs obscurs par un gouvernement obscur, tu vois, proche des multinationales qui voudrait imposer un agenda et donc favoriser. Je pense qu'il y a évidemment des effets d'aubaine. Il me semble surtout qu'il y a aussi une profonde méconnaissance de ce que c'est que le monde des indépendants de la part du gouvernement et qu'ils ne mesurent pas. En fait, ils pensent que il suffit de distribuer des aides pour que ça marche. Et je pense que ça tient aussi beaucoup. Je ne sais plus si c'est Rocard qui disait ça, mais il disait quand vous avez le choix entre le complot et l'amateurisme, choisissez toujours l'amateurisme parce qu'en fait le complot ça demande quand même un peu d'intelligence. Et c'est vrai que parfois on voit des choses extrêmement construites, pensées, là où au final il n'y a finalement que de la méconnaissance et de l'incompétence. Alors, non, mais je suis d'accord, mais je serais un peu plus cynique quand même que toi. Sur les indépendants, je pense que par ailleurs, il est beaucoup plus confortable pour un gouvernement, mais c'est de la politique, hein, c'est pas du complot, c'est de la politique. Il est plus confortable d'avoir une société de salariés qu'une société où il y a des indépendants qui, quand même, sont moins dépendants par définition d'un patron, voilà, et qui peuvent, je prends un exemple très concret pour être plus clair, le début des Gilets jaunes, quand tout le monde aimait les Gilets jaunes, hein, le premier acte, 17 novembre 2018, etc. Ce qui faisait la force de ce mouvement, avant qu'il soit malheureusement repris en main et qu'il dégénère, c'était qu'il y avait beaucoup de commerçants, d'artisans, d'indépendants dans le mouvement. Des gens qui, lorsqu'ils rejoignent justement le combat à côté de salariés, d'ouvriers et de retraités, font tout de suite passer une autre dimension à un mouvement social. Le mouvement social type CGT traditionnel de salariés devient d'un coup un mouvement politique parce que justement les indépendants rejoignent ce mouvement et lui donnent une dimension, une force qu'ils n'avaient pas avant. Quand les deux sont sur les mêmes ronds-points, dans les mêmes manifs, ça donne une force politique incroyable qui fait peur au gouvernement. On a vu à quel point au début des Gilets jaunes, le gouvernement a eu peur, a eu vraiment peur de ce qui pouvait se passer. Ensuite, ils ont fait ce qu'il fallait, et hop, et puis les professionnels de la récupération aussi, et ça a été dévoyé. Mais donc je pense qu'il y a quand même du cynisme aussi là-dessus. Un indépendant, c'est quelqu'un qu'on brise moins facilement, qu'on tient moins facilement, et que quelques-uns disparaissent au passage, et pas forcément une mauvaise opération politique pour le gouvernement. Par ailleurs, il n'y a pas de complot parce que tout est public. Quand on parle de grand reset ou grande réinitialisation en français, ce n'est pas un complot, puisque c'est le thème du prochain forum économique de Davos, qui aura lieu, je crois, en juillet prochain, parce qu'il a été retardé, et ce qui a été annoncé dans le discours du FMI en juin dernier. Il y a des effets d'aubaine, effectivement. C'est-à-dire que dans la grande réinitialisation, je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans, mais je sais par exemple qu'on pousse à la disparition de l'argent liquide, et ce n'est pas un complot. Il y a des dizaines de tribunes qui ont été publiées dans tous les pays au même moment depuis plusieurs mois pour dire que les pièces et les billets étaient des facteurs de contamination Covid et que donc il fallait le plus possible s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que Christine Lagarde lance son débat sur l'euro digital. Pour la même raison, en disant ça sera plus propre et il y aura moins de risques de contamination. Et on sait que depuis des années, il y a des institutions financières qui poussent vers, et des États même, qui poussent vers la disparition de l'argent liquide, parce que ça permet un contrôle bien plus facile et ça permet de faire baisser des coûts par ailleurs pour elles. Donc on n'est pas dans le complot, on est dans quelque chose qui est annoncé, mais c'est une autre société. Et la question c'est, est-ce qu'on veut cette autre société, on peut l'appeler de grand reset ou pas, mais est-ce qu'on veut cette autre société, cet autre monde, ou est-ce qu'on ne veut pas, sans idéaliser le passé? On peut toujours faire mieux. Mais est-ce qu'on veut quand même la société des nations libres et des hommes et des femmes libres? Parce que je pense que ce qui est incroyable dans cette crise, et en même temps assez formidable politiquement, c'est que convergent deux combats. Le combat pour la liberté et nos libertés individuelles et publiques convergent avec le combat pour la liberté du pays. Je pense que c'est le même combat en fait. Et en face, les mêmes ennemis. Et ça donne corps politiquement à, je crois, un combat politique, et en tout cas un vrai combat de société. Et
C'est le choix maintenant que les gens doivent se poser. La question qu'ils doivent se poser, quelle société vous voulez ? Réfléchissez bien, parce qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas prévu de nous remettre dans la situation précédente. Ils n'ont pas prévu ça. Bon, ce sera donc le mot de la fin pour cette belle envolée vers la convergence de la défense des libertés du pays et la défense des libertés individuelles, finalement. Merci beaucoup, Florian, pour cet échange extrêmement riche. Je pense qu'on a touché à beaucoup de choses. On aurait aimé parler d'encore plein de choses, mais voilà. Merci à toi. C'était un plaisir, et puis merci d'être venu donc porter cette voix singulière. J'espère que les gens ont appris des choses, ont apprécié, et peut-être aussi ont vu en toi en partie un porte-voix, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui dans le monde médiatique qui osent finalement remettre en cause un certain nombre de choses. Donc peut-être cela leur a-t-il fait du bien. À très bientôt du coup à l'ICEP. Et puis donc dernière petite publicité de ton petit manifeste, l'oligarchie démasquée, évidemment sur le Covid-19 de Florian Philippot. Vous pouvez retrouver sur internet. Sur Merci. le site des Patriotes, ils peuvent... Bah voilà, Ils comme peuvent ça, l'acheter. tu auras quand même placé ton Bah non, parce qu'il n'y a pas facile à trouver, je le dis. publicité des Oui, au patriotes. passage, vous irez visiter le site. Bon, bonne soirée à tous et à très bientôt aux conférences de soirée. l'ICEP.